Mesdames, Parashat Chayei-Sarah et le cours que nous allons faire ensemble, ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, je voudrais vous dire, c'est une introduction importante, que si vous me demandiez, vous ne l'avez pas demandé, mais si vous me demandiez, quel est de tous les enseignements que je tente d'explorer et d'enseigner, depuis 18 ans que j'enseigne, grâce à Dieu, et jusqu'à ce jour, quel est l'enseignement le plus important? Le plus important, c'est celui d'aujourd'hui. D'accord? Je vais peut-être qu'il y a des éléments dans cet enseignement que vous avez déjà entendu ici ou là, mais volontairement, je le reprends, j'en fais un cours construit parce que c'est l'enseignement le plus important et le plus central, à mon sens, d'une femme qui écoute un cours de Torah en 2025. Ça changera au cours des siècles, au cours des années, forcément, mais aujourd'hui, je pense pouvoir dire avec certitude que c'est le cours le plus important dans ma bibliothèque de cours. Je vais dire des choses qui sont centrales, merci beaucoup, fondamentales. Et je vais peut-être des fois aller un peu vite parce que je voudrais vous donner, qu'il y ait un tout. Et sur chacun des thèmes que nous allons aborder, en réalité, on pourrait faire un séminaire. Pourquoi pas? C'est une idée. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est que vous ayez une idée claire et construite de la centralité de ce que nous allons dire. Vous allez découvrir avec moi, dans la Parashat Chayei-Sarah, le premier lieu de transmission de femme à femme. Nous sommes dans une paracha dont le titre est féminin. Chayei-Sarah, la vie de Sarah. C'est pas seulement qu'il est féminin, c'est pas seulement qu'il y a un prénom. Noach aussi, c'était un prénom. Noach, parachat Noach. Non, là c'est pas parachat Sarah. C'est parachat Chayei-Sarah, la vie de Sarah. Or, Sarah est notre première Ima. Ça commence pas à Ève. Chava n'est pas une Ima, c'est la Ima de l'humanité, mais c'est pas notre Ima à nous, peuple d'Israël, peuple élu. Notre première Ima, c'est Sarah. Or, nous avons une paracha qui s'appelle Chayei-Sarah, la vie de Sarah, dans laquelle Sarah décède, mais transmet le flambeau à la suivante qui apparaît dans notre paracha, qui est Rivka. C'est-à-dire qu'on a le passage de la transmission de femme à femme, pour que s'écrive l'histoire éternelle du peuple d'Israël. Le thème de ma vie, si je peux le dire ainsi, quel est le thème de ma vie dans tous mes enseignements, c'est comment faire avancer Klal Israël. J'ai souvent l'habitude de dire que ma génération, des années fin 70-80, on est la génération intermédiaire d'intersection. Mon père était un enfant caché de la Shoah, il est né avant la guerre, et mon fils est un enfant visible en uniforme de Tzahal. Donc je suis la génération intermédiaire entre le plus grand génocide de tous les temps et la plus grande tragédie qu'ait vécu le peuple d'Israël et sa renaissance sur sa terre. Et je suis entièrement habitée par un sujet qui hante mes jours et mes nuits. Comment amener le Klal Israël vers la Géoula? Comment faire avancer le thème de la Géoula d'Israël? Or, il y a un passage dans le Talmud explicite qui me donne la réponse, Bisrout Nashim Tzadkaniot, par le mérite de femmes vertueuses. Il ne développe pas tellement plus que ça. Il raconte l'histoire en Égypte où des femmes vertueuses ont amené la Géoula en Égypte. Et on me dit, mais à l'éati de Lavo, c'est-à-dire maintenant, à l'époque du Mashiach, c'est aussi les femmes qui auront un rôle central dans la Géoula d'Israël. Or, étant une femme qui enseigne aux femmes, je me sens l'obligation, je me sens investie d'un rôle qui est de vous donner des outils, des clés concrètes pour que vous ameniez, mesdames, vous et vos entourages, puisque vous êtes aussi des influenceuses, donc vous et votre entourage, pour que vous ameniez le Klal Israël vers la Géoula. Et je sais que ça passe par les femmes, je sais que ça passe par cet enseignement féminin.
Or, donc, dans notre paracha, qui est la vie de Sarah, on va avoir cette transmission, ce passage, et il y a une idée générale aussi, deuxième introduction que je voudrais dire, idée générale dans tout ce qui est développement personnel, que tout dans la vie est une question de frontières et de limites que l'on pose. Vous le savez, d'accord ? On a tous un espace privé, et c'est quoi grandir ? Quelle définition je pourrais donner au fait de grandir ? C'est quoi grandir pour un enfant qui grandit ? Il apprend à définir quel est son espace personnel et il apprend aussi à ne pas pénétrer dans l'espace privé de l'autre. Tu n'entres pas dans la chambre sans toquer, tu coupes pas la parole, tu prends pas les affaires d'un autre, d'accord ? C'est l'espace privé de l'autre. Mais toi aussi, mon enfant, tu as ton espace privé. On ne peut pas toucher ton corps, on ne peut pas prendre tes affaires, c'est à toi, c'est ton objet, c'est ta chambre, ok, c'est ta parole aussi. Et la maturité, comment est-ce que je pourrais définir ce que c'est évoluer dans la maturité, grandir en maturité ? C'est apprendre à respecter l'espace de l'autre et apprendre à faire respecter aux autres son propre espace. D'accord ? Il y a des limites, il y a des frontières, il ne faut pas les franchir. Et je pense même pouvoir dire que, en tant que thérapeute de couple, on pourrait presque ramener tous les problèmes de couple à une question, pas tous, mais presque tous, à une question essentielle, qui est la difficulté dans un couple à respecter pour l'un et pour l'autre l'espace de l'autre. Qu'est-ce qui est à moi ? Qu'est-ce qui est à toi ? Ta famille, est-ce que je suis intrusif, je ne suis pas intrusif, est-ce que j'exige de toi quelque chose que je ne devrais pas exiger ? Mon espace est ton espace, et l'espace commun, évidemment. Mais dans tous les cas, on est en train de parler de cette limite, de cette frontière-là, entre le privé et ce qui est à l'extérieur de l'espace privé. On est d'accord ? Elles sont claires, ces deux introductions. On y va en décolle. La rencontre entre Yitzhak et Rivka, dans notre paracha, après qu'Eliezer ait sélectionné Rivka grâce au signe de Chesed, etc., il la ramène avec les chameaux et tout le henné qui vient avec. Je dis le henné parce qu'il y avait plein de cadeaux. Il n'y a aucune belle-mère au monde qui pourra concurrencer ce que Eliezer a mis comme cadeau sur les 10 chameaux de Rivka. D'accord ? Et elle arrive et elle voit au loin, elle voit Yitzhak qui est en pleine prière. Il est en pleine prière, vous avez le texte sous les yeux, il était sorti dans les champs pour se livrer à la prière, à l'approche du soir, et en levant les yeux, lui il voit que des chameaux arrivent, il ne sait pas encore que c'est Rivka, et Rivka, elle, en levant les yeux, elle voit Yitzhak, et vous avez une mauvaise traduction qui dit « elle se jette en bas du chameau », non, en fait, Vatipol, elle se jette, elle tombe, enfin, elle descend ou elle tombe de son chameau, il y a ici des idées plus subtiles évidemment, et elle dit au serviteur, mais elle veut être certaine, mais qui est cet homme-là ? Et il répond, voilà, effectivement, voilà, celui que tu vois au loin, c'est mon maître, c'est lui, c'est Yitzhak. Et là, elle fait quelque chose de complètement étrange pour nous, lecteurs de la Torah. Vatikach hatsaif atitkas. Elle prend un voile et elle se couvre. Alors, le voile et le judaïsme, rien du tout. Prend un voile et elle se couvre. Alors, étant mariée, on se couvre les cheveux, évidemment. Mais, et pourquoi, là, elle n'est pas encore mariée, pourquoi quand elle le voit ? Bon. Et dans le passouk, un passouk après, Yitzhak va déjà l'emmener dans la tente de Sarah, sa mère. Il la prend pour femme, il l'aime, et voilà, happy end, enfin. Et la suite des aventures de Yitzhak et Rivka. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voile ? Alors, il faut savoir que, je crois que j'ai entendu dans le cours précédent, j'ai entendu la fin, on vous a parlé d'Yitzhak, Midatadin, merveilleuse préparation à mon cours, Akadosh Baruch Hu, voilà, gère parfaitement les choses. Donc Yitzhak Midatadin, la rigueur absolue, et pour que le monde soit équilibré, Rivka, elle, c'est Midata Chesed, c'est la générosité, c'est le parangon du Chesed. Or,
Or, nous explique le Khatam Sofer, quand il reprend Rashi qui dit que Eliezer voulait une femme, cherchait une femme qui fait du chesed, et elle sera digne de lui. Rashi dit cela, elle sera digne de lui parce que justement elle fait du chesed. C'est-à-dire que pour Yitzhak, c'est ça qu'il fallait. Il fallait celle qui va venir équilibrer, voilà. Et il continue le Khatam Sofer en expliquant que quand il y a écrit dans la Torah Ezer Kenegdo, que la femme est une aide face à lui ou même Kenegdo, en opposition contre lui, ce que ça veut dire, les commentateurs expliquent, dit le Khatam Sofer, que l'épouse doit être d'une nature opposée à celle de son mari, et c'est comme ça qu'elle lui est d'une aide, parce qu'on ne peut pas être les deux de même nature. Pour Yitzhak, qui était rempli de l'attribut de rigueur, il fallait qu'il ait une épouse pleine de bonté, faisant preuve de générosité pour l'équilibre, pour ce qu'on appelle la shlemut, d'accord, qu'il y ait une complémentarité à l'intérieur du couple, c'est-à-dire que chacun vienne compléter l'autre. Ok. Quand, disent nos commentateurs, quand elle met le voile, en fait, elle voit, ça c'est une lecture plus subtile, elle voit Yitzhak avec toute sa rigueur, et elle dit hop, et ma singularité à moi. Je suis sur un gamal, un chameau. Gamal fait penser tout de suite à gmilut rasadim. Le mot chameau, en hébreu, il y a un jeu de mots avec la gmilut rasadim qui veut dire pourvoir de la générosité, être dans la générosité, d'accord ? Et donc, elle qui est dans la générosité, elle voit cette rigueur, elle dit, il faut que je préserve, il faut que je mette un voile, une frontière qui préserve ma singularité afin que je ne sois pas fondue dans la personnalité de mon mari, ni lui dans la mienne, c'est-à-dire que personne n'avale l'autre, mais qu'au contraire, chacun puisse se nourrir de son opposé pour affiner les lignes de sa personnalité. C'est-à-dire que dans la présentation de ce premier couple qui se rencontre, Avram et Sarah ont été présentés, ils étaient déjà ensemble. Là, on est dans un couple qui se rencontre, et voilà que la Torah me présente une nécessité pour Rivka de préserver son identité, sa singularité, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, à savoir Gmilut Rasadim. Au début, elle est tombée du chameau, avant de se couvrir, comme pour dire, oups, je vais être avalée par la rigueur, par la midatadine, elle tombe du chameau, c'est-à-dire, je ne vais plus être capable d'être dans le chesed, ou il faut que je sois capable d'être dans le chesed. Elle met le voile, comme pour dire, je vais préserver ma singularité, je vais préserver cette identité. Mon espace, exactement, je vais préserver mon espace. Et une fois qu'on a compris qu'il y a des espaces importants pour pouvoir faire avancer le monde, le couple et le monde, eh bien, Yitzhak amène Rivka dans la tente de Sarah sa mère. Pourquoi est-ce qu'on me parle de Sarah sa mère alors qu'on m'a raconté en long, en large le hesped de Sarah et l'achat de Meharat Marpella? Pourquoi tu me mets la maman? Pourquoi tu me mets Sarah dans le verset du mariage entre Yitzhak et Rivka? Elles ne se sont même pas rencontrées, toutes les deux, elles ne se sont jamais vues. Pourquoi? On dirait que la Torah insiste, elle dit j'ai envie de te parler de Sarah. Tu crois que l'histoire de Sarah est finie? Elle n'est pas finie. Regarde, je vais te parler de Sarah au moment où ce couple commence à exister dans son propre foyer. Et évidemment que Rashi et tous les commentateurs très sensibles à l'émergence de Sarah dans un verset qui n'a rien à voir avec Sarah, nous dit, ah non mais c'est pour te dire qu'il y a une transmission ici de femme à femme. Au-delà de la rencontre physique réelle, il y a une transmission de femme à femme, un foyer, le deuxième foyer juif est en train de se construire. Sache qu'il y a du Sarah dans le foyer de Yitzhak et Rivka. Quoi du Sarah? Et là, pour la première fois depuis le début de la Torah, Rashi nous dit, nous dévoile, c'est quoi ce Sarah qu'il y a? C'est très connu, mais je voudrais qu'on l'explique, qu'on le développe avec finesse, ce qui est en jeu ici. Il y a du Sarah, c'est quoi? Il l'a amenée dans la tente d'Irachi et elle est devenue comme Sarah, sa mère. C'est pas qu'il l'a amenée dans la tente de Sarah, non, il avait sa maison à lui, t'inquiète pas. Rivka avait sa maison. Mais cette maison-là a
a pris les caractéristiques juives de la maison de Sarah. Et c'est là que se joue la transmission. Quelles sont ces caractéristiques? À l'époque de Sarah, il y a une bougie qui est allumée d'un Shabbat à l'autre. On va expliquer ce que ça veut dire. Il y a un pain qui est béni toute la semaine et il y a un nuage, une nuée, un nuage au-dessus de la maison. Au-dessus de la maison, c'est-à-dire quand le ciel est la maison, il y a une nuée. À sa mort, ces signes ont disparu, c'est-à-dire que c'est elle, c'est devenu clair. Vous savez, au décès de quelqu'un, quand il y a ce vide, bien, on voit, paradoxalement, on ressent encore plus la présence de la personne parce qu'on dit « Ah, c'était elle qui faisait ça ». Et donc, à sa mort, ces signes ont disparu. À l'arrivée de Rivka, ils ont réapparu comme pour dire qu'il y a eu transmission des fondamentaux. Et ici, bien évidemment, on me transmet 3 fondamentaux. En rémèse, en allusion, qu'il va falloir qu'on comprenne et que l'on développe ensemble. Mais déjà intuitivement, vous comprenez qu'on est en train de me parler d'une bougie qui est allumée d'une semaine à l'autre, c'est-à-dire qu'elle est allumée pour Shabbat, mais la lumière de Shabbat continue à éclairer toute la semaine. Le pain béni, la challah, continue, donc l'abondance dans la matière, c'est ça la challah, continue sa bénédiction d'abondance toute la semaine. Et il y a une nuée. C'est quoi un nuage? Au sens propre. C'est quoi un nuage? Vous savez que dans le monde, il y a le monde de la pensée et il y a le monde physique. Et le monde physique est un miroir avec une manifestation concrète d'un monde beaucoup plus haut et plus subtil qui est le monde de la pensée. Dans le monde physique, il existe des nuages. Le nuage représente quoi? Représente le lien entre le haut et le bas, puisque le haut envoie en bas. Donc, c'est pas qu'il y a un haut qui est déconnecté du bas. Le nuage, c'est le trait d'union entre le haut et le bas. Tu vois bien que d'en haut, tu lèves les yeux, c'est très très haut au niveau des nuages. Il y a de l'eau qui coule et d'ailleurs qui fertilise ce qui est en bas. Donc, sans nuage, s'il n'y avait pas de nuages dans le monde, il n'y aurait pas de vie sur Terre. D'accord? Même si à Paris, on en a ras-le-bol des nuages, j'avoue, il n'empêche que le nuage, c'est ce qui fertilise. Mais le nuage, il est très, 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 très haut. Il est très haut et donc c'est le haut qui vient apporter un lien vers le bas. Donc c'est ce trait d'union entre le haut et le bas. Ok, donc vous avez toutes remarqué, vous avez toutes ressenti qu'on est en train ici, pour la première fois dans la Torah, au moment où il y a ce passage de femme à femme, on est en train de me transmettre le best-of du Bayit Yehudi, d'un Bayit, d'un foyer. Le best-of, il y a 3 best-of. D'accord, vous savez, j'ai l'habitude de dire, il y a 613 commandements, et il y a le best-of des 613 commandements. C'est quoi? C'est les 10 commandements. Quand tu arrives à la FNAC, tu veux savoir ce qu'il y a dans le livre, tu regardes la table des matières. Et tu as une vision rapide. Ok, les Havdil. La Torah, elle a 10 commandements, 10 paroles, qui globalement incluent la totalité de la Torah. C'est le best-of de la Torah. Mais il y a un autre best-of, encore plus subtil, encore plus, j'ai envie de dire, où on va encore plus à l'intérieur de l'atome. C'est le best-of des 3 fondamentaux qui s'appelle Habayit, le best-of du Bayit, du foyer. Le foyer, c'est le lieu de la construction, de la vie, et c'est l'endroit où on met au monde nos enfants, on les éduque, jusqu'à ce qu'ils acquièrent en maturité et qu'ils comprennent qu'il y a des frontières. La frontière entre toi et l'autre, ton espace et l'espace de l'autre. On respecte ton espace et tu respectes l'espace de l'autre. Et à l'intérieur de ton espace, c'est l'endroit dans lequel tu vas développer ta singularité et ton identité. Comme Rivka qui a mis son voile et qui développe sa singularité. Je dois rester chesed. Je ne dois pas être avalée par la rigueur. Je dois rester chesed pour donner toute sa force à la rigueur. Le best-of du Bayit, c'est quoi? Vous le connaissez toutes. Chala, Nida, Hadlaka. D'accord? Chana, ça fait Chana. Chala, le pain de Shabbat. Nida, le mikvé. D'accord? Les lois de pureté familiale. Hadlaka, les bougies de Shabbat. Je vous ai dit en introduction que ce cours est de tous les cours que je peux donner en 18 ans
d'accord, de vie de cours, c'est le plus important. C'est le plus important. J'ai pas de cours plus important que ça. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de toucher à l'essence de ce qu'une femme doit apporter comme tikkun, réparation dans le monde. Le best-of, c'est l'espace du tikkun féminin. Ce tikkun-là apparaît pour la première fois dans le passage de femme à femme, de Sarah à Rivka. Et ce cours, comme vous voyez le titre, les 3 frontières à réparer. Et je vous ai dit tout à l'heure en deuxième introduction que je suis hantée par un sujet dans ma vie, comment amener le peuple d'Israël vers la Géoula. Et depuis ce fameux Simchat Torah, ce fameux Shabbat 7 octobre, évidemment on comprend, maintenant cette guerre a un nouveau nom, Milchemet Tkuma, la guerre de la renaissance d'Israël, c'est-à-dire qu'on passe dans une nouvelle période dans laquelle le peuple juif maintenant va passer à un niveau supérieur dans la Géoula. Et nous devons être actrices de cette Géoula. Or, en analysant comment la tragédie s'est passée, Hachem m'envoie un signal pour me dire comment la réparer. Toujours. D'accord ? Vous savez qu'il n'y a plus de prophétie, mais Hachem nous parle à travers les événements historiques. Donc si j'analyse bien comment c'est passé, comment la tragédie est arrivée le 7 octobre, je vais certainement avoir une indication et je saurai comment réparer. Vous êtes avec moi, mesdames ? Très bien. Précisément, le 7 octobre, 3 frontières ont été brisées, pulvérisées. Et on a dit tout à l'heure que grandir, être mûr, c'est comprendre qu'il y a des frontières. D'accord ? Pour pouvoir se développer, il faut toujours maintenir la notion de limite. Quelles sont les 3 frontières ? Une frontière temporelle, une frontière géographique et une frontière humaine. Ces 3 éléments, le temps, l'espace, l'homme, sont les 3 fondamentaux dans la pensée juive. D'accord ? Ça aussi, je vous donne une base que vous mettez dans un coin de vos têtes, c'est une case que vous pouvez ouvrir à chaque fois. À chaque fois qu'on réfléchit dans la pensée juive, il y a ces fondamentaux. Temps, espace, homme. Par exemple, pour que je donne rendez-vous à quelqu'un, que le rendez-vous ait lieu, il faut que je lui dise où, à quelle heure et qui. Est-ce qu'on est d'accord ? Par exemple, le grand rendez-vous entre Hachem et le peuple juif, le grand rendez-vous au Sinaï, où il y a écrit qu'au-dessus du Sinaï, il y avait Ashan. Ashan veut dire de la fumée. Alors, le Sefer HaYetzira explique que c'est quoi Ashan, la fumée ? C'est les 3 premières lettres de Olam, le monde, Shana, le temps, et Nefesh, l'homme. Donc, où, quand et qui ? Vous êtes avec moi ? Donc, ces 3 éléments-là sont les 3 éléments clés dans la pensée juive. Ce qui est logique. Où, quand et qui. Le 7 octobre, une frontière géographique est brisée. La frontière d'Eretz Israël. Où ? En Eretz Israël. Pas Auschwitz, en Eretz Israël. Pas en Galoute, dans Israël. D'accord ? La frontière physique d'Israël. Le 7 octobre, il y a une frontière temporelle qui est brisée. C'était Shabbat. C'était pendant Shabbat. D'accord ? Simchat Torah, c'est une autre temporalité. Mais dans la temporalité de la création du monde, 6 jours, 1 jour, Shabbat. D'accord ? On a toujours ce cycle. C'était Shabbat. Mais c'est aussi important que c'était Simchat Torah, pour d'autres raisons. Donc c'était Shabbat. Et qui ? Les Juifs. Les Juifs, comment ? Quelle frontière est brisée ? Une frontière corporelle, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément ce jour-là, de violences sexuelles, de crimes sexuels, de crimes, d'accord ? De crimes et de meurtres, d'assassinats, bien évidemment, 1200 personnes, d'accord ? Donc, le corps est abîmé, la frontière temporelle est abîmée,
et la frontière géographique. Qu'est-ce que nous devons rétablir? Quel est le tikkun? Comment on va réparer tout ça? 3 frontières. Le temps, l'espace et la personne. Et précisément dans ces 3 domaines, eh bien on a le best-of du foyer, du baït. Le best-of du baït parle d'une frontière d'espace, de temps et de corps. Et on va expliquer ensemble. Frontière de l'espace. Une frontière d'espace. Quelle est cette frontière? Alors, vous savez qu'on a la mitzvah de chala, c'est-à-dire de prélever un bout de pâte quand on fait une pâte qui gonfle. C'est écrit dans la paracha Shlach Lecha, qui est la paracha où on parle d'Eretz Israël, des Meraglim qui vont en Eretz Israël, qui ont fait leur faute. Et la chala apparaît aussi comme un tikkun, comme une réparation de la faute des explorateurs qui ont dit on a peur de rentrer en Israël. La mitzvah de chala apparaît dans la Torah, Deoraita, dans la Torah, c'est écrit textuellement, quand tu rentreras en terre d'Israël et que tu feras pousser du blé, et que tu feras une pâte à pain qui gonfle, tu prendras de la chala, tu prendras un bout de pâte, chala, tarim ou trouma, vous l'élèverez en terouma, en offrande, et donc c'est le Kohen, seul le Kohen peut consommer ce bout de pâte. Ou en Eretz Israël. Ah, mais moi j'ai déjà fait une afrachat chala en France. Exact. 2000 ans d'exil, les sages se sont posés, on dit waouh. En partant en exil, on ne sait pas pour combien de temps, il y a des mitzvot fondamentales qui vont s'oublier. Et celles qui sont d'autant plus fondamentales, si on les oublie, quand Hachem nous ramènera en Israël, on ne saura plus les faire. Donc on va instituer que même en Chutz La'aretz, à l'extérieur d'Israël, vous allez faire la chala avec la bracha. Comme ça, quand vous ferez la vraie chala en Israël, vous n'oublierez pas. Vous saurez la faire. C'est quoi cette mitzvah? J'anime énormément d'afrachat chala et là je fais un beau cours de 45 minutes et je vous dis on peut faire un séminaire sur la chala tellement que c'est une mitzvah passionnante. D'abord, que veut dire chala? Pourquoi le pain de Shabbat s'appelle chala? Chala, ça veut dire faire résider. Et le pain de Shabbat s'appelle chala, pourquoi? Comme moyen mnémotechnique pour ne pas oublier de prélever la chala. Comme ça, si jamais tu as oublié et que tu amènes la chala à table, au moment où tu vas amener la chala à table, tu vas dire chala. Oh, est-ce que j'ai prélevé ma chala, au fait? C'est tout. Mais le vrai mot chala, c'est le petit bout que tu prends. Et un instant. Et pourquoi cette mitzvah? Dans toute notre cuisine, c'est que sur le pain gonflé qu'on prélève un bout qui était consacré au Kohen, le Kohen le consommait, et pourquoi pas sur la viande, et pourquoi pas sur les légumes, et pourquoi pas sur le poisson, et pourquoi pas sur des fruits, et sur n'importe quoi, que sur la pâte levée, pas la pâte sablée, pas la pâte à crêpes. La pâte levée, il s'agit ici d'une mitzvah fondamentale du foyer. C'est-à-dire que j'ai presque envie de vous dire, faites la chala faites votre pain de Shabbat pour prélever. Tellement cette mitzvah est essentielle. Dans notre foyer, il y a de la matière. La matière, c'est les murs de notre maison, c'est la liste des courses, c'est le frigo, c'est les menus, c'est les médicaments qu'on donne aux enfants, c'est toutes les molécules, tout le visible et le quantifiable. Et malheureusement, avec 2000 ans d'exil dans le monde ou chrétien ou maghrébin, on a été mal influencé par nos voisins et on nous a fait croire qu'il existait 2 camps dans le monde. Le camp Torah, spirituel, religieux si vous voulez. Là, on est en mode religieux, on est à la Sina, il y a les Sifrei Torah. Là, on est en mode religieux. Tout à l'heure, on va faire nos courses, on va aller au supermarché ou bien on va aller s'acheter une nouvelle robe. Je suis en mode normal, quoi, neutre, rien. En tout cas, je ne suis pas en mode Torah. Et donc, le monde nous a envoyé ce message très très fort qu'il y a 2 camps. Et puis, des fois, tu es dans un camp et des fois, tu es dans l'autre camp. Alors après, ce n'est pas forcément interdit, mais c'est neutre. En nous donnant la mitzvah de chala, la Torah me dit qu'il n'y a pas de domaine
dans ton foyer, quel qu'il soit, qui est déconnecté de la spiritualité. Et ça, c'est une idée qui est difficile pour nous à entendre. Et la Torah nous invite à nous connecter à l'origine de tout, dans l'endroit dans lequel c'est le moins intuitivement évident, c'est-à-dire cuisine, moment de préparation de Shabbat, main dans la pâte, de la farine jusque-là, les enfants autour qui crient, il y en a un dans son bain, et il y en a un autre qui tire les cheveux à sa sœur, et machin, et t'as la tchouk que tu es en train de remuer de temps en temps, et il y a le téléphone qui sonne, et le truc, et t'as une pâte à pain d'un blé qui a poussé en Eretz Israël, qui a nécessité toute l'intelligence humaine jusqu'à ce que tu fabriques une pâte à pain, parce que le blé n'est pas prêt à la consommation. Il y a tout un processus de raffinement. Donc il y a toute l'intelligence humaine dans le blé, dans la farine. C'est pour répondre pourquoi c'est pas sur des fruits ou sur des légumes ou sur tout autre aliment, c'est sur celui-là. Et précisément sur de la pâte levée, on va expliquer pourquoi. Et tout d'un coup, au milieu de ta cuisine, dans l'endroit le moins spirituel, à un moment absolument pas spirituel, ni je suis à la CIP dans un cours de Torah, ni je suis Shabbat en face de la synagogue en train d'embrasser la Torah, et encore moins à la Neila de Yom Kippour, je suis dans ma cuisine avec les mains dans la pâte. D'accord ? Et toutes sortes de bruits autour de moi et de... Je suis pas en mode Sina, quoi. D'accord ? Et là, la vie s'arrête, le monde s'arrête et pousse. Tu connectes le haut et le bas. Et tu vas dire haut et fort, en prenant Réchit, ça s'appelle Réchit, comme dans le mot Béréchit où les sages disent pour Réchit. Cette mitzvah est tellement importante qu'au tout début, le premier mot de la Torah, il y a une allusion à cette mitzvah, Réchit, la prémisse. La prémisse. Pour que tu sois capable, toi, dans ta cuisine, en plein milieu de la semaine, quand tu as les mains dans la pâte et dans la farine, que tu sois capable de dire « Je sais que derrière le masque du monde qui s'appelle les éléments biochimiques, les carbohydrates qui sont dans mes mains, c'est des carbohydrates, d'accord ? Qui nourrissent mes enfants, qui nourrissent ma famille, qui nourrissent le monde. Je sais qu'il y a Dvar Hashem, qu'il y a la parole d'Hachem. Je sais que rien ne fonctionne dans ce monde si ce n'est la parole d'Hachem qui dit à l'objet de remplir son rôle dans le monde. Derrière le masque des lois de la nature. Mais moi, je vois l'invisible. Je suis une femme qui voit l'invisible. Et puisque j'ai su voir l'invisible dans le moment le moins spirituel, avec la matière absolument qui ne ressemble en rien de la spiritualité, de la pâte à pain, le pain quotidien. Il y a ça aussi, que c'est un aliment quotidien, que c'est un aliment de base, c'est un aliment pour les humains, c'est un aliment qui demande de la sagesse, de l'intelligence. Mais bon, je fais ma recette, elle est inratable, et voilà quoi. Qu'est-ce que tu m'amènes Dieu là-dedans ? Si je sais lever le voile et voir l'invisible ici, alors évidemment, à combien plus forte raison je vais voir l'invisible ? Dans un médicament que je prends, où je sais que ce n'est pas la molécule qui me guérit, c'est la parole d'Hachem, qui donne l'ordre à la molécule. Très important de rester connecté à la matière. La matière est fondamentale dans la Torah, on ne se déconnecte pas de la matière dans la Torah. Ça c'est dans d'autres religions, dans la Torah la matière est connectée à la parole d'Hachem. Et donc si je sais le faire sur la pâte à pain, je saurais le faire dans tout ce que je vois dans la parnassa. Je saurais me dire, non, c'est pas moi qui ai si bien réussi, c'est Hachem qui m'a donné la bracha. Et la notion de bracha est intimement liée à la notion de challah, parce que la bracha, comme dans la challah, le pain levé, où il y avait ce qu'il y avait, et je reviens 1 heure après et ça déborde, il n'y a pas plus. Ça déborde, mais il n'y a pas plus. Mais moi, je vois plus. J'ai la définition de la bracha. Je vois du débordement dans ce qu'il y a. Il y a ce qu'il y a. Mais mon regard voit que ça déborde. Ça, c'est la bracha. Parce que l'inverse est vrai aussi.
On peut avoir des tonnes et voir qu'il y a peu. Ça, c'est l'anti-bracha. Quand je vois que j'ai pas assez ou pas beaucoup dans ce qu'il y a. Mais la chala, dans ce qu'il y a, je vois un débordement. Mais je sais que c'est du gaz, je sais que c'est de l'air. Quelle bonne odeur il a. Quel bon goût ça a, la brioche et la chala, on est d'accord? C'est mon regard. La bracha, c'est ça. Et donc, je suis venue mettre Hachem dans la matière de ma maison. C'est pour ça que Rachid dit « le pain est béni toute la semaine ». Parce qu'avec ce geste-là, en réalité, c'est tout ton foyer qui devient un cli, un réceptacle pour la bénédiction d'Hachem et pour voir l'invisible. Mais toi, tu le vois, l'invisible, parce que tu as mis les lunettes pour voir cet invisible. Ça, c'est dans le rapport de la femme à la matière. Deuxième fondamental, il y a écrit Merdalouk. La flamme était allumée d'un Shabbat à l'autre, c'est-à-dire la flamme continuait, l'effet de cette flamme continue d'éclairer. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Évidemment des bougies de Shabbat, de la flamme des bougies de Shabbat. Pourquoi est-ce que la flamme est un support important pour cette bénédiction, pour le moment où on rentre dans Shabbat? C'est la frontière du Shabbat. D'accord? On parlait d'une frontière à réparer tout à l'heure, vous vous souvenez? Comment est-ce qu'on pose la frontière du Shabbat? Avec un allumage de bougies. Et si vous réfléchissez à ça, vous avez vu ça depuis toujours, vos arrière-grand-mères le faisaient, d'accord? Pourquoi? Et pourquoi c'est pas le chauffard? Ça serait un peu plus logique, le chauffard. Vous savez pourquoi ça serait plus logique? Parce que la lumière, elle se voit que là, elle est limitée par l'espace dans lequel elle est. Alors que les bougies, le chauffard, de très loin, on l'entend. Un peu comme à Jérusalem quand on entend la sonnerie à l'entrée de Shabbat, n'est-ce pas? Pourquoi c'est pas un son du chauffard? Pourquoi on a confié cette mitzvah à la femme, tout comme la mitzvah de chala? Ça ne veut pas dire qu'un homme n'a pas le droit de le faire, il peut le faire, hein. Mais on l'a confié. On l'a confié dans le sens tu es responsable. Comme quand on donne un rôle important à un aîné, c'est toi qui es responsable d'eux. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas, mais je te sens capable d'eux. Je te sens capable parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Cette frontière-là, qui est mise sur un espace-temps. On parlait tout à l'heure d'espace géographique, Israël. La chala, le blé qui pousse en Israël, sur lequel on prélève la chala. Et donc, dans l'espace de mon foyer, dans les murs de mon foyer, je mets la parole d'Hachem à l'intérieur de la matière, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Maintenant, on va parler de l'espace-temps. Être capable de fixer une frontière au temps, c'est fondamental, vous le savez comme moi. Si je ne m'accorde pas un temps pour faire quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déborder, je ne vais pas être disciplinée, je n'aurai pas fait assez de choses dans ma journée, je vais être envahie par l'intrusion de quelqu'un peut-être qui va grignoter mon temps, ou au contraire c'est moi qui vais envahir quelqu'un. Vous le savez comme moi, si je veux pouvoir être efficace, si je veux pouvoir remplir mon rôle, j'ai besoin que le temps soit un temps consacré. D'ailleurs, si je veux que mon couple soit un couple qui continue de se construire tout au long de notre vie de couple, eh bien mon couple a besoin d'un espace géographique, c'est notre foyer. Quelle est la première question qu'on pose à un couple qui s'est fiancé? Où vous allez vivre? Vous avez trouvé un appartement? J'ai besoin d'un espace. Ça s'appelle l'espace intime. L'espace intime du couple. Mais j'ai besoin d'un autre espace pour mon couple. J'ai besoin d'un espace temporel pour mon couple. Ça, on est trop nombreux à l'oublier. Quel est l'espace temporel qui est accordé à mon couple? À quel moment est sacré pour moi et lui et moi? Ou un espace sacré pour moi et mon enfant? Là aussi, j'ai besoin d'un espace temporel particulier. À quel moment je suis dans l'intimité avec mon enfant? Il n'y a que lui et moi et lui. On se consacre pleinement l'un à l'autre. Et que cet espace-temps ne soit pas pénétré par toutes sortes, par exemple le portable. Exactement. Et donc c'est intéressant, le portable, parce que les enfants disent aux parents « Maman, je te parle !» Et toi, tu es là, en train de le caresser. Le portable, pas l'enfant.
Et donc, il faut pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir l'intelligence de définir une temporalité. Un temps qui est consacré. Et on a un temps qui est consacré. Effectivement, c'est le Shabbat. Il est consacré à la spiritualité. Pourquoi ? Parce que Hachem a créé 6 jours de la création, la Hassot, pour faire, pour transformer le monde, pour avancer, pour avoir des projets, des objectifs. Tac, 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 to-do list. Et puis ensuite, il y a un moment pour être. Pas pour transformer, pour être ensemble. Et on ne peut pas être si on n'a pas défini un moment. Et au-delà du Shabbat, on peut se définir d'autres moments. D'accord ? Et bien évidemment, mais le Shabbat, c'est le moment obligatoire pour être à la fois en lien avec Akadosh Baruch Hu, plus intense. On a une Neshama Yetera, une âme en plus qui nous vient à l'entrée de Shabbat, un bout d'âme en plus, et pour être les uns avec les autres, en famille, époux, épouse, enfants, amis, voisins, etc. Et donc, cette temporalité-là, cette frontière dans le temps a été donnée à la femme. Vous savez que la femme, dans la Kabbalah, provient du côté gauche, c'est la femme, pas la femme, la féminité, la force féminine dans le monde, provient du côté gauche qui est le côté de la rigueur. C'est-à-dire que dans la nature de la force féminine du monde, à ne pas confondre avec la femme, mais la femme a beaucoup de force féminine en elle, ok ? Mais dans les hommes aussi, il y a de la force féminine, bien évidemment, et vice-versa. Eh bien, dans la force féminine du monde, il y a la capacité de rigueur, c'est-à-dire, c'est quoi la rigueur ? À mettre une limite. Le chesed, c'est le débordement. La rigueur, c'est la limite. Donc, la force féminine doit être là pour mettre une limite. Ce temps-là est consacré à mon mari, mon enfant, mon travail, mon livre, mon temps personnel de sport. Mais effectivement, je ne peux, si je n'ai pas de temps consacré, tout va se mélanger et je ne vais rien faire de ma vie et je ne vais pas pouvoir avancer, me développer, etc. À l'entrée de Shabbat, dans ce temps consacré, comme c'est un temps de spiritualité plus intense, donc c'est un moment où on va allumer des flammes. Au moins 2, voire plus. Moi j'allume pour chaque enfant, bien évidemment. Ils adorent les enfants. Maman, c'est laquelle ma flamme ? J'adore. Et on allume donc des flammes. La flamme, vous savez, est le meilleur support méditatif pour la prière. C'est un support méditatif. Et même dans la Kabbalah va développer des couleurs sur la flamme. On fera peut-être cours là-dessus, approche de Hanouka, ça peut être intéressant. Je pense que je vous ai jamais fait cours là-dessus. Les différentes couleurs qu'il y a dans une flamme, il y a du bleu ciel, il y a du noir, il y a du jaune, il y a du orange. Et tout ça correspond à des sphirotes dans la Kabbalah. Mais quoi qu'il en soit, la flamme pointe vers le haut. Elle a une base qui se consume, la matière, la mèche qui accroche la flamme et la flamme qui est insaisissable. C'est-à-dire qu'elle fait partie du monde matériel puisque c'est du feu, mais elle n'est pas complètement matière puisque je ne peux pas la saisir. Et elle a une frontière, mais une frontière insaisissable. On a tous essayé d'attraper une flamme, une fois dans notre vie, quand on était enfant. Et donc, elle pointe vers le haut. Elle vient, dit le texte dans Michelet, Ner Hashem Nishmat Adam. La flamme de Dieu, c'est la neshama de l'homme. Tu sais qui contient une flamme ? Ton âme. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es à 37 degrés. C'est pour ça qu'il y a de la chaleur. Parce qu'il y a une flamme à l'intérieur de toi. Et cette flamme qui est en toi, comme la flamme, elle est claire. Elle est claire. Tu veux que je te dise même plus que ça ? S'il n'y avait pas l'enveloppe corporelle sur ton âme, je ne pourrais même pas te regarder. Parce que quand je regarde le soleil, je n'arrive pas à le regarder, ça m'éblouit. Chacune de vous pourriez m'éblouir tellement que s'il n'y avait pas l'enveloppe corporelle, je serais incapable de vous regarder. Tellement la flamme est puissante. Est-ce qu'il est arrivé à Moshe quand il est redescendu ? Bravo, absolument, absolument. Et cette flamme-là, malheureusement, dans la vie qui trace, métro, boulot, on l'oublie. On oublie de voir les flammes des uns et des autres, même des plus proches de nous, de l'époux, de l'épouse, des enfants même. Des fois, il y a une forme de transparence qui se met en place. Et il faut que je pose une frontière à un temps spécial consacré, où j'allume une flamme et où cette flamme me parle.
Et elle me dit, tu vois la lumière ? Tu vois la lumière de ceux qui sont autour de toi ? Regarde, il y a de la lumière en toi. Toi, tu te sens peut-être amoindri. Tu as peut-être vécu des choses difficiles cette semaine. Tu as peut-être l'impression qu'il y a des gens ou des événements qui essayent d'étouffer ta lumière. Elle est inétouffable. Inétouffable. Et autour de toi, il y a des lumières aussi. Et là, il y a un temps consacré pour voir cette lumière. Et si tu vas bien voir cette lumière pendant tout Shabbat, tu sauras bénéficier de son éclairage toute la semaine. Regarde bien, attentivement, la lumière unique et singulière de chaque personne qui est autour de toi. Et donc, il y a un temps pour ça. Et il y a une frontière qui est posée. Il faut allumer les bougies à l'heure. Je le dis et je le répète, souvent il y a des personnes moins pratiquantes qui ne font pas encore Shabbat, mais qui tiennent à faire comme mamie, allumer les bougies. Et cette semaine encore, je parlais à une femme où je lui disais, allumez les bougies de Shabbat, allumez à l'heure. Ah, c'est vrai. Vous pouvez me redire les horaires ? Parce que j'allume pas toujours à l'heure. C'est pour ça que je le redis dans ce cours, parce qu'il est enregistré, filmé, il y a des centaines, des milliers de personnes qui le regardent, et je redis, c'est facile aujourd'hui de taper sur Google heure de Shabbat. Après l'heure de Shabbat, on n'allume plus les bougies. Enfin, dans les 5-10 minutes, on peut, mais pas au-delà. Et parce qu'on a une petite marge quand même, heureusement, de manœuvre, mais c'est le moment, et c'est le moment pour prier sur la connexion émotionnelle. Vous voyez ce qui se passe quand deux flammes sont côte à côte ? Il n'y a plus de frontière, tu n'arrives plus à voir la frontière entre l'une et l'autre, mais tu peux les décoller, tu vois la frontière. Donc chacune existe dans sa singularité, mais elles s'unissent. D'ailleurs, à la fin de Shabbat, on fait Havdalah sur deux flammes collées, comme pour dire, tu as bien réussi à unir les deux flammes ? Tu as bien réussi à créer de la connexion émotionnelle, connexion spirituelle, la communication. Est-ce qu'émotionnellement tu peux parler ? Est-ce que tu as un espace pour t'exprimer ? Est-ce que l'autre a un espace pour s'exprimer et il peut être entendu ? Ok ? Ça, c'est la force des bougies de Shabbat, et c'est le moment pour prier au max sur l'amour, le Shalom Bayit, sur le zivoug des enfants, que nos enfants trouvent un bon zivoug, un bon mazal. C'est le moment de prier pour la spiritualité de nos enfants, pour notre propre spiritualité, pour que l'on puisse bien étudier la Torah et bien la comprendre et bien la transmettre. D'accord ? Tout ce qui est de l'ordre spirituel rentre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour d'autres choses, mais voilà, surtout pour ça. Au moment de la chala, je vais surtout prier pour quoi ? Pour la bracha dans la matière, pour une bonne santé, un corps en bonne santé, tout ce qui est corporel, pour une bonne parnassa, évidemment, pour trouver un bel appartement, si je suis en train de chercher un appartement. Tout ce qui est, d'accord, vous avez compris, plus de la matière. Et nous arrivons au trait d'union entre monde spirituel, de communication, de transmission et de connexion émotionnelle, monde matériel qui a été symbolisé par la pâte à pain qui déborde. Ok, vous êtes avec moi, mesdames ? Et maintenant, il est temps de créer ce trait d'union entre le haut et le bas. On a parlé tout à l'heure du nuée qui vient exprimer dans le monde ici-bas une idée beaucoup plus profonde que le haut et le bas sont connectés. La preuve, Hachem a pris une neshama, il l'a mise dans un corps. Et il a créé le couple où l'homme et la femme, c'est les deux seuls dans tout l'univers, qui peuvent être à la fois en lien émotionnel, mais aussi corporel. Bassar echad, une seule chair à travers l'intimité. Et là, le fondamental, qui est la mitzvah de tahara, de mikvé, d'aller au mikvé régulièrement, avec le cycle. Là aussi, on pourrait faire un cycle d'études là-dessus, bien évidemment, mais pas dans ce format-là. Mais il est évident, et on comprend bien que en mettant la corporalité de côté, pendant un temps, durant quand même 30 bonnes années de nos vies, en mettant le corps de côté, qu'est-ce qu'on fait ? On manifeste l'importance d'investir, non pas dans le corps pour un temps, mais dans la connexion émotionnelle. Dans quel but ? Dans le but de se retrouver physiquement, intimement, mais avec une connexion qui a été travaillée, qui a été subtilement mise en avant. Et pour ça, il fallait définir un espace.
l'espace corporel. Il y a une frontière au corps, de la même façon qu'il y a une frontière dans le temps et qu'il y a une frontière dans l'espace, il y a une frontière dans le corps. On enseigne maintenant, heureusement, c'est de plus en plus dit et démocratisé d'enseigner à nos enfants, ton corps, c'est privé. Quand tu vas aux toilettes, personne ne rentre avec toi. Quand tu vas chez le médecin, il y a forcément papa ou maman avec toi. Le corps, c'est privé. Mais ce corps, dans l'espace du couple, malheureusement, ça ne s'est pas assez enseigné, eh bien ce corps, des fois, il peut s'oublier et croire qu'il fusionne alors qu'en fait, il peut être avalé, il peut être malmené. Et des fois, alors, il y a des personnes qui veulent lutter contre cela et elles mettent une frontière, mais ce n'est plus une frontière, c'est une barrière, c'est un mur devant le corps. Et on a des difficultés dans les couples monumentales autour de la sexualité, dans quand il veut, elle veut pas, et ça devient presque une arme, en tout cas un moyen de chantage, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe, je vous le dis très rapidement, chez la femme? Eh bien, il n'y a pas de possibilité, si elle se respecte, il n'y a pas de possibilité physique s'il n'y a pas une connexion émotionnelle. Et donc, des fois, à travers cette barrière physique, c'est une façon de dire « Hey, je suis là, tu me vois, tu m'entends, tu me parles, tu me respectes ». Et là où le masculin va avoir tendance à se connecter émotionnellement en passant par le biais physique, la femme va dire « Non, 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 je ne veux pas que ça passe par le biais physique, je veux comme toi me connecter émotionnellement, mais je veux que ça passe par l'émotion, puis par le physique ». Et donc, en fait, c'est juste que le langage masculin et féminin est différent, et c'est pour ça qu'en thérapie de couple, ce sont des sujets qui sont énormément travaillés, mais vous voyez à quel point ça se manifeste dans l'intimité. Et cette frontière physique qui est posée par la halakha, qui dit non, il n'y a pas de possibilité de contact physique, ça vient donner un espace énorme, en retirant de l'espace commun la corporalité, ça vient donner un espace énorme à quoi? À la connexion émotionnelle, au lien, à ce qui se passe profondément entre les deux personnes. Dans quel but? Dans le but d'avoir une cohérence totale. Lien du corps et lien des âmes. J'aime bien dire lien du cœur et lien du corps. Les deux ensemble. Il y a le cœur et il y a le corps. Et les deux sont fondamentaux. On a besoin des deux. Et ça, c'est le trait d'union. Ça, c'est le trait d'union entre le haut et le bas. De cette façon, on amène le haut en bas. Et je voudrais terminer. Donc, en vous citant ce midrash magnifique, qui est fait Toar, Bereshit Rabba Parashat Zayin, qui nous parle de Shlosha Dvarim Reuyim Laïcha. Il y a 3 qualités qui sont nécessaires chez la femme. La première, chez Tié Baalat Sechel, qu'elle est de l'intelligence. La première qualité d'une femme, c'est l'intelligence, nous dit le midrash. Qu'elle comprenne les choses subtilement, une chose à partir d'une autre. La deuxième, c'est qu'elle fasse attention aux objets, à la matière dans son foyer, ou metakenet tzorchei habayit, et qu'elle puisse parfaire tout ce qu'il y a dans son foyer au niveau matériel. Qu'elle fasse attention matériellement à son foyer, d'accord ? Un foyer rangé, un foyer où ça sent bon, un foyer où il n'y a pas de dépenses inutiles. Qu'elle s'investisse aussi dans le matériel. Et le troisième, chétier nocha la briotte, qu'elle soit agréable avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de dispute, ni avec son mari, ni avec des amis. Et là, ohevet shalom verodefet shalom, qu'elle aime la paix et qu'elle poursuive la paix. Est-ce que vous voyez les 3 éléments ? Les 3 éléments qu'on a dit tout à l'heure, l'intelligence, l'esprit, la spiritualité, la matière et le lien, la connexion, que nous soyons en connexion les uns avec les autres. Et effectivement, la paracha s'est ouverte avec Chaye Sarah et l'achat de Meharat HaMarpela, qui est, dit le Midrash, l'endroit de la connexion entre le haut et le bas. C'est pour ça que Sarah voulait être enterrée à Meharat HaMarpela. Et nous dit le Talmud, je crois, dans Sanhedrin, que tout homme dont la femme décède avant lui, c'est-à-dire qui reste et que sa femme est décédée, c'est comme si le Beth Amikdash avait été détruit de ses jours. Le Beth Amikdash. Pourquoi cette image-là est donnée, le Beth Amikdash ? C'est quoi le Beth Amikdash ? C'est l'endroit où le ciel et la terre sont réunis. Une femme dans un foyer, elle est celle qui crée la connexion
entre le haut et le bas, dans l'investissement spirituel, dans l'investissement matériel, dans l'investissement émotionnel, c'est-à-dire à la fois du corps et de l'esprit. Mesdames, pour réparer le 7 octobre, je ne vous ai pas parlé de Sarah, bon, c'est pas grave, pour réparer le 7 octobre, il faut réparer 3 frontières. La frontière émotionnelle, la frontière du corps, la frontière géographique et la frontière temporelle. Be'atzlacha, mesdames, vous avez du pain sur la planche.